Alors, 4000 km avec un van et un bébé. Voilà le bazar. Et voilà comment c'est rempli. À manger, accessible, des affaires, accessible, et un lit. Je pense que c'est pas mal, on devrait s'en sortir. Un coucher de soleil. Et un parc national pour se poser gratuitement en Finlande. Je pense que la première nuit, je dirais que c'est bien. Une chaise de camping pour 3 et une table pour 3 avec de l'eau. Voilà. Et là devant c'est un peu le bazar. Mais bon, c'est comme ça. Donc c'est pas mal, on s'est fait une installation un peu à la va-vite. On a mis une table, enfin une table. C'est une planche de bois avec des pieds. Voilà, comme ça permet de mettre pas mal de bazar en dessous du carton. Et nous, on s'allonge dessus pour dormir. Donc c'est van aménagé entre guillemets, parce que c'est pas qu'il est vraiment aménagé, mais on a quand même un lit, donc c'est quand même pas mal. Donc ça le fait. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer les 5000 km en van, et je vais également répondre à des questions que vous avez posées dans une autre vidéo où je vous ai parlé de ce voyage, et vous avez eu des questions très intéressantes. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer le voyage, tout un tas d'images, et répondre à vos questions. Pour répondre à ces questions, je vais venir me poser sur ce banc où je vais mettre mon agenda où j'ai noté toutes vos questions. Faire un petit câlin au Zan. Salut. Salut. Comment ça va aujourd'hui? Je suis pas venu vous voir ce matin. Hein? Yeah. Salut. Hello. Yeah. You good? Alors, la première question que vous m'avez posée, ou ce que vous voulez voir dans cette vidéo, c'est la nature, les paysages et des rencontres avec les gens. Donc je vais vous montrer ça, vous allez en voir tout au long de la vidéo, et je vais vous montrer donc les différents endroits où vous parlons un petit peu des endroits qu'on a visités et traversés. Bon alors, après 2 jours de voyage en van aménagé, je dirais que le van peut-être. Voilà, en gros les deux seules choses qu'on a besoin dans ce van, enfin les choses qu'on a besoin c'est l'eau, nos vêtements, un peu de manger d'avance pour quelques jours, de l'eau encore, et voilà, en gros on a besoin de ça et d'un lit avec les sacs de couchage, etc. Sauf que on pourrait faire avec beaucoup moins, et voyager ça pourrait être plus sympa, mais là à chaque fois on est obligé de tout déplacer pour faire le moindre truc. Et là on a acheté ce truc qui est génial, c'est pour faire du feu avec la bouteille de gaz qui est juste ici. Ça franchement super pratique, ça prend 30 secondes, c'est juste un peu chiant à attendre que ça refroidisse une fois qu'on a fait chauffer de l'eau, mais mis à part ça c'est cool. Voilà, donc le van bien, mais sauf qu'avec trop de bazar dedans, non. Clairement, c'est trop le bazar. Alors, comment gérer l'eau quand on est en voyage sur la route pendant plusieurs semaines? Et bien, quand on est parti, on a rempli plusieurs bidons d'eau comme ça. Et là, on va aller chercher de l'eau bien propre, bien pure, dans la rivière qui vient des montagnes. Regardez la couleur de cette eau. Aïe, aïe, aïe. Il y avait une autre question qui est assez intéressante, c'est est-ce que c'est mieux de dormir dans la nature ou dans un lieu dédié? Et là, il y a deux éléments à prendre en compte. Je vous montre un petit peu la nature pendant que je vous réponds. Ici. Il y a 2 éléments à prendre en compte. Le premier, ça dépend comment vous voyagez. Si vous êtes avec un individu, ou si c'est un couple, ou si vous avez des enfants. Nous, on voyageait avec notre petit, qui a maintenant 3 ans, et on a dormi dans la nature, comme vous l'avez vu dans la première vidéo, le premier soir, on s'est posé en Finlande dans un parc national, donc on a dormi comme ça. Et puis après, la problématique, c'est que après des heures de route, parce que là, le voyage, vous allez voir, il dure à peu près 2 semaines. Le petit dans la voiture pendant 2 semaines, il est super et c'est bien, mais en fin de journée, quand on arrive à 5, 6, 7 heures de l'après-midi et qu'on a roulé une bonne partie de la journée, même si on a fait des petites pauses, il en a marre. Et c'est vrai que de se poser un petit peu à l'arrache dans la nature, c'est pas évident pour lui parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Et puis c'est pas très pratique selon ce qu'on trouve comme lieu. Donc on a fait ça quelques fois.
Mais je dirais qu'avec un enfant, on a pris l'habitude, c'est pas ce qu'on faisait avant, mais on a pris l'habitude là, avec le petit, de se poser la plupart du temps dans des campings. Quand on se pose le soir, voilà, pour qu'il ait du temps, pour qu'il y ait une aire de jeu, des choses comme ça. Et puis quand même pour après, donc la partie pratique, c'est quand même d'avoir une douche et autres. Donc au niveau praticité, voilà, c'est après ça dépend de ce que vous aimez faire et ce que vous voulez faire, du temps, pendant combien de temps vous voyagez. Mais je dirais que les deux, un bon mix entre les deux. Une lessive de temps en temps, malheureusement, c'est nécessaire, surtout quand on a un petit. Donc après, ça va dépendre de votre niveau de propreté, de vos exigences à ce niveau-là. Si vous n'avez pas envie de vous doucher pendant 5 jours, que ça ne vous dérange pas de mettre des vêtements sales, etc., bah, quand vous voyagez en van, c'est un peu ça. Ou alors, vous pouvez le faire un petit peu plus confort et vous arrêter pour le petit ou pour vous dans un camping, avoir une douche et puis avoir une machine à laver une fois de temps en temps si vous voulez faire des machines à laver. Voilà. Donc je dirais pour l'instant, je vais répondre à toutes vos autres questions dans la vidéo. Pendant la vidéo, mais je dirais que pour le moment de la vidéo, ça me paraît pas mal de vous avoir donné ces infos-là. Voilà, et on va continuer avec la vidéo. Alors, un matin, sur le chemin, en van, et nous voilà dans un super camping qu'on avait trouvé déjà l'année dernière. Voilà le van. Et hier soir, on a eu de la chance, on est arrivé tard. On cherchait ce camping-là parce qu'on était déjà venu. Et les propriétaires nous ont reconnus quand on était venu ici. Et ils nous ont laissé une petite cabine, comme ça, pour pouvoir dormir dedans hier soir. C'est super gentil parce qu'ils ont vu qu'on était avec le petit, qu'on avait la tente, je suppose. Et moi j'ai monté pour la première fois cette petite tente que j'avais pris, justement une petite tente de survie là. Elle est absolument extraordinaire. Super facile à monter. En plus, il n'y a pas de pic, même s'il faudrait peut-être que j'en prenne. Mais hop, j'ai mis mes bâtons de marche avec. Voilà, super bien dormi. Nickel. Et on est à 30 secondes, allez, 2 minutes, même pas, de la plage à pied. Donc on va aller se promener sur la plage ce matin et manger du melon et de la pastèque sur la plage. Ça va être génial. Et donc on est en Estonie. Je sais plus si je l'ai dit. Et donc le prix du camping, c'est 22 €. Et 26 avec l'électricité. Voilà. Donc c'est correct pour un beau camping comme ça, au bord de la plage, avec le sauna, la piscine, les salles de bain chauffées. Ça c'est le pied. L'avantage en Estonie, et c'était la même chose quand on a passé la Lettonie et la Lituanie, mais je vais vous montrer dans la suite de la vidéo. Voilà, des plages désertes. On a une personne là-bas sur une chaise. Tous ces pays baltiques, ils sont magnifiques et je vous montrerai des plages encore plus grandes et encore plus sauvages, même si c'est déjà pas mal du tout. Là-bas, il y a un petit hôtel. Passage de frontière avec la Lituanie ou Lettonie? Latvia, Lettonie. Ça fait du bien de voir des frontières qui sont ouvertes. Pour le dos, il y a un petit peu de police. Mais la frontière est ouverte et on ne nous embête pas. Ça, c'est cool. Alors également, sur le choix du van, c'est une question qu'on m'a posée. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce van-là? C'est un Mercedes CD quelque chose, je vous mettrai dans la description, je ne sais même pas. C'est pas à nous, c'est un van qu'on nous a prêté, donc c'est tombé comme ça, voilà. Et c'est sûrement pas ça que j'aurais choisi pour tout vous dire. Mais au niveau du choix du van, voilà, c'est quelque chose qu'on nous a prêté, donc on a pris ce qui était à prendre. Donc on a pris tout notre bazar, en sachant qu'on allait peut-être revenir sur place. On n'a pas de maison, on n'a rien nous à nous. Ni en Finlande ni ailleurs d'ailleurs, c'est comme ça qu'on vit, on est vraiment nomade depuis plus de 10 ans. Et donc voilà, le van c'est quelque chose qu'on nous a prêté. On m'a posé une autre question sur le van, je suis en train de refaire, est-ce qu'on a eu des pannes? On n'a pas eu de panne avec ce van. Ah oui, coût, réparation du van, etc. Bon, on n'a pas eu de problème au niveau mécanique, donc ça c'est pas quelque chose auquel je peux répondre pour ce van là en particulier. Après, de faire beaucoup de kilomètres, ça je peux vous répondre parce que ça fait des années là depuis qu'on a le petit que j'ai des différents véhicules. J'ai eu un véhicule à moi, entre guillemets, il était enregistré à mon nom quand j'étais en Finlande. Et on a fait beaucoup de kilomètres avec, puisqu'on a fait 2-3 allers-retours avec la France, donc ça faisait à chaque fois 4-5 000 kilomètres. À chaque fois, donc on commence à faire des réparations. Je dirais qu'en moyenne c'est 1 000 €, 1 500 € à l'année
Quand on fait des grosses distances comme ça, 10 000, 15 000, 20 000 km par an, voilà, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on a compté nous. Ça peut aller plus selon ce qu'il y a, mais évidemment, voilà un ordre d'idée de ce que j'ai à peu près vu en termes de coûts. Nous, c'est notre plus grosse dépense. Donc dans notre manière de vivre, le coût le plus important, c'est effectivement le véhicule, c'est l'essence, c'est tout ça. Donc moi, c'est un mix entre ma vie personnelle avec ma famille et nos déplacements de vie nomade qu'on a choisi, et puis ma vie professionnelle qui est également d'organiser des stages et des différentes choses un peu partout dans le monde, donc d'aller trouver des lieux où on peut faire des stages, donc là c'est en Europe principalement. Trouver un lieu également, l'idée c'est quand même d'avoir plusieurs lieux où on peut faire des centres de formation, des centres spirituels, donc mon idée c'est un petit peu ça, donc on est en train un peu de voir à droite à gauche, de se renseigner comment les pays fonctionnent pour créer un lieu. Par exemple, on avait hésité en Slovénie, et en Slovénie malheureusement les réglementations pour créer un camping, on a rencontré un monsieur qui ça fait 3 ans qu'il essaye de créer son camping, il n'a toujours pas les autorisations, donc il y a des pays où c'est plus difficile que d'autres, donc voilà un petit peu l'idée du déplacement. Et encore une frontière tranquille, Lituanie, République de Lituanie. Et c'est parti. Et nous on va s'arrêter bientôt pour aller dans un camping, parce qu'il est temps de s'arrêter aujourd'hui et d'aller se reposer. Et il y a un camping qu'on connaît encore sur le chemin, on va aller s'arrêter là-bas. Alors, on a trouvé un petit endroit sympa en Lituanie. Donc voilà, un beau pays à visiter aussi. Et un petit endroit sympa pour faire le pique-nique. Centre-ville d'une petite ville ou grande ville, on ne sait pas, en Pologne. Toujours en Pologne, avec des tas de forêts, un peu partout. Un mix de champs et de forêts, mais principalement de la forêt. Et là, on traverse un gros morceau très sympa. Petite maison de village typique. On a trouvé cette petite famille qui tient ce camping ici, magnifique, vraiment superbe. Et ça s'appelle Narva, le camping Narva, pour ceux et celles qui peut-être voyageront en Pologne et qui veulent venir dans cette région. Il y a un petit camping et qui dormiront en camping. Tout seul dans ce camping en plein milieu de la nature, que de la forêt, un peu de champs. Et vraiment surpris par cette région, vraiment magnifique, de la frontière de la Lituanie jusqu'à l'est. Donc là on est à la frontière de la Biélorussie. Et donc on est vraiment, je crois qu'on touche la frontière, on est vraiment juste à côté. Et toute cette partie-là, vraiment entre la Lituanie et ici, c'est absolument magnifique. Des petites collines, c'est pas de la montagne, mais c'est vallonné. Et de la forêt, un peu de champs, mais vraiment beaucoup de forêts assez particulières. Et voilà, très très joli, vraiment une belle région à visiter. Une des autres questions que vous me posez qui est assez intéressante et qui relie avec ce que vous venez de voir sur cette vidéo, qui est au niveau de l'alimentation saine. Quelle est l'alimentation saine ou comment avoir une alimentation saine et mixée avec la van life, avec le fait de voyager en van? Une des premières méthodes pour mixer une alimentation saine, c'est comme vous l'avez vu dans la vidéo juste avant, je vous ai montré des boîtes où il y a à manger. Eh bien, vu qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va trouver sur le chemin, et puis on n'a pas envie de s'arrêter toutes les 5 minutes pour aller dans tous les magasins pour voir si on trouve des choses bio, vegan, etc., puisque c'est comme ça qu'on mange, eh bien ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait quelques réserves, on a mis ça dans des boîtes, donc on a des boîtes de conserve évidemment, c'est ce qui est le plus facile, et puis toutes les choses sèches. On avait une tonne de quinoa, on avait du millet, on avait des flocons d'avoine, pour le petit nous un petit peu on en mange. On avait des boîtes de soupe bio, on avait des haricots, tout un tas de trucs comme ça également secs. Tout ça qui est assez facile à faire en voyage, d'avoir ça et de le préparer en voyage. Vous trouvez toujours des petites choses bio, donc dans tous les magasins, même dans tous les pays d'Europe, mais il y a quand même des fois pas grand chose. Donc la plupart du temps, on se retrouve avec des carottes, des betteraves, puisque c'est les choses qui se gardent, les bananes de temps en temps un petit peu bio, et puis quelques produits en boîte comme ça qu'on peut trouver ici et là. Donc il y a toujours de quoi se débrouiller. Il faut accepter d'avoir une alimentation un peu plus simple également, si on peut dire simple, mais en tout cas où il y a moins de diversité. Voilà pour l'alimentation. Voilà, à quelques centaines de mètres de
du camping où on reste. Un marais et la petite rivière là-bas. Oh là là, regardez tous cette nourriture. Les soupes d'ortie et du thé pour le chemin. Ça va être magnifique. Ah, la rivière elle passe juste ici. Ils ont même fait une petite plateforme pour pouvoir aller la voir. La petite église du village, très spéciale, bleue, au milieu de la forêt. Une autre question intéressante qui recoupe avec ce que j'ai partagé avec vous avant, c'est sur est-ce que vous avez des toilettes sèches? Alors sur ce voyage-là en particulier, on n'a pas de toilettes sèches puisque dans le van, vous voyez la taille du van, il n'y a pas d'espace pour ça. Par contre, ce qu'on fait régulièrement, c'est d'avoir un sac plastique dans lequel on peut mettre soit de la litière, soit rien. Et on fait ça là-dedans quand on est sur la route et que c'est impératif, surtout pour le petit, c'est comme ça qu'on a commencé. Et puis nous, de temps en temps, ça nous arrive aussi. Donc voilà, donc pas de toilette sèche dans le van puisque c'est pas un gros van dans lequel on pourrait avoir un toilette déjà équipé. Mais sinon, pour tout vous dire, 90-95% du temps, vous avez toujours un endroit où vous pouvez vous arrêter pour aller aux toilettes de manière officielle, en tout cas pas d'être dans la nature. Et ça nous arrive régulièrement également d'aller dans la nature. Alors moi c'est quelque chose dont j'ai l'habitude parce que je fais régulièrement des grandes randos, donc quand je suis dans la nature comme ça. Et c'est important à partager l'information parce que beaucoup de gens ne savent pas quoi faire et comment faire. L'idéal c'est de s'éloigner au maximum évidemment de la route ou des chemins. De ne pas être à côté d'une rivière ou d'un point d'eau. Il faut vraiment être à l'écart, au moins 30, 40, 50 mètres pour pas que ça puisse polluer l'eau. Vous faites un trou avec une pelle. Nous, on a toujours une pelle ou deux avec nous, donc on fait un trou dans le sol. Et puis, vous faites vos caca, vos pipis dedans. Et on ne met pas les papiers, on met les papiers dans un sac plastique, même si les papiers sont soi-disant biodégradables et autres. Moi, je ne mets jamais le papier dans la terre, je sais pas, ça me paraît bizarre. Donc voilà, je fais ce que j'ai à faire. Je referme le trou avec une bonne quantité de terre, je remets même les feuilles, etc. qu'il y avait dessus pour voilà, qu'il n'y ait plus aucune trace et ça va se décomposer naturellement dans la terre. De surtout pas le laisser à l'air libre, il y a beaucoup de gens qui font ça. En voyageant, on voit régulièrement sur des aires de repos et autres les gens qui s'arrêtent pour faire leurs besoins et c'est un peu dommage parce qu'ils laissent le papier par terre, qu'ils s'envolent, ils laissent les excréments comme ça et c'est quelque chose qui peut être très négatif pour la nature et puis pour les gens qui peuvent être en contact avec toutes les bactéries que cela implique. Je vais répondre à d'autres questions en même temps. Qu'est-ce qu'on a? Chauffer, doucher, cuisiner. Allez, on peut partir là-dessus. Pour se chauffer, on ne s'est pas chauffé dans le van. On a suffisamment de couverture. Moi, je dors les 3 quarts du temps dehors avec un bon sac de couchage. Il y a eu des moments où c'était un petit peu juste, c'est vrai. On était, qu'est-ce qu'on a fait là? Le voyage, on l'a fait au mois de mai. Donc surtout quand on part des pays nordiques, il fait encore un petit peu frais. On a refait un voyage, on a fait plusieurs voyages. On l'a fait en septembre, on l'a fait également en octobre. Et donc moi, une des solutions que j'ai trouvées, qui n'est pas la plus sécuritaire, mais c'est d'allumer le gaz. Si vous avez un petit appareil à gaz, même un réchaud, d'allumer le réchaud pendant quelques minutes, 10-15 minutes, bien aéré ou avoir suffisamment de ventilation. Et ça permet de vraiment réchauffer un emplacement qui est petit, donc dans un van, dans une caravane, dans un petit van aménagé, même une voiture si vous dormez dedans. Vous allez voir que le réchaud, même si vous faites par exemple chauffer de l'eau le soir pour vous faire un thé ou autre, ça apporte vraiment une grosse source de chaleur. Et puis ça permet le soir de réchauffer un petit peu l'endroit où vous êtes. Et puis après dans la nuit, moi j'ai fait des dizaines de nuits, ça c'est quand je voyageais aussi, j'ai fait les États-Unis, le Canada et d'autres pays comme ça un peu à l'arrache. Quand vous voyagez en voiture ou en véhicule, c'est au milieu de la nuit quand il commence à faire trop froid. Hein, j'avais fait ça en hiver aux États-Unis, j'étais dans le nord des États-Unis, j'ai dormi, il y avait de la neige sur la voiture pour vous donner un ordre d'idée pendant la nuit, donc j'ai dormi dans la voiture dans un sac de couchage et voilà, dans la nuit on se réveille parce qu'il fait trop froid, donc une ou deux fois dans la nuit, remettre un petit coup de moteur, laisser le chauffage tourner pendant quelques minutes, on éteint, on se rendort et la plupart du temps ça suffit, voilà, de faire ça 2 fois, 3 fois, je sais pas s'il y a des nuits où il faisait vraiment froid, c'est le maximum de ce que je me souviens. Voilà pour la partie chauffage, donc le plus simple pour moi c'est vraiment la partie
gaz qu'on peut toujours avoir sous la main où qu'on soit, et puis d'avoir un mini radiateur électrique. Ça c'est quelque chose qu'on a eu aussi en différents déplacements, un mini radiateur électrique qui permet de brancher. Si vous êtes dans un camping, vous pouvez brancher votre mini radiateur électrique, et la plupart du temps c'est pareil, le soir un petit peu avant de s'endormir, de réchauffer l'habitacle, et puis le matin quand on se réveille où la température a bien descendu, de remettre un petit coup avant de sortir des couvertures, ça fait du bien. Donc ça c'est quelque chose qu'on a fait régulièrement également. Voilà pour la partie chauffage. Pour se doucher, je vous en ai parlé rapidement dans l'autre partie, soit les campings si vous douchez, si vous arrêtez en camping. Moi ça me dérange pas de me mettre dans des lacs gelés ou des rivières, etc. Donc c'est un moyen sans savon évidemment, avec la brosse ou sans rien pour se laver. Et puis sinon d'avoir de l'eau aussi, avec ce que Ashton faisait de temps en temps aussi, c'est d'avoir simplement un bidon d'eau. Comme vous les avez vu, on a toujours des bidons d'eau avec nous, et d'avoir de l'eau et de se frotter au gant de toilette ou autre en étant à l'intérieur du van et autres. Et non, une autre solution que j'ai utilisée beaucoup également, qui n'est pas très écologique malheureusement, mais ça sert de temps en temps, c'est d'avoir des lingettes. Et ça fait vraiment du bien quand vous êtes sale et que vous voulez vous coucher et que vous n'avez rien d'autre comme solution. Si vous n'avez pas d'eau, si vous n'avez rien, par exemple en rando, moi ça m'est arrivé régulièrement de ne pas trouver une rivière ou un truc ou un point d'eau pour me laver. Donc un coup de lingette partout sur le corps, et ça fait vraiment du bien, ça rafraîchit. Bon, on sent un petit peu collant, c'est pas le plus propre, mais ça fait vraiment du bien avant de se mettre dans le sac de couchage d'avoir des lingettes. Voilà, ça c'est un truc que j'ai pas fait au début, où j'ai voyagé en sac à dos un peu partout autour du monde, et le jour où j'ai commencé à faire ça, ça a fait une grosse différence quand même, c'est très agréable. Voilà pour la partie douche. Cuisiner, on a un petit réchaud, vous l'avez vu dans la vidéo à plusieurs moments. C'est ce qui nous permet de cuisiner tout le temps. Voilà, n'importe où on s'arrête. On peut faire chauffer de l'eau pour se faire du thé, on peut faire chauffer de l'eau pour faire du quinoa ou pour faire cuire des légumes et autres. On mange beaucoup de trucs crus, ça fait partie de notre alimentation, donc que ce soit les fruits et les légumes crus, donc aussi c'est pas très compliqué. Voilà, vous pouvez faire avoir de l'eau et puis le laisser tremper pendant la nuit, tout un tas de choses également, comme par exemple les flocons d'avoine, il n'y en a pas beaucoup qui savent, mais vous pouvez les laisser tremper toute la nuit et les manger le lendemain comme ça, ils sont très digestes, donc c'est pas un problème du tout. Donc il y a plein de moyens de manger de différentes manières. Voilà, nous on n'est pas du tout au restaurant, on n'aime pas du tout aller dans les restaurants. Après chacun son truc, pour plein de raisons, pour la partie économie évidemment, mais qui n'a pas de sens pour moi au niveau des prix. La qualité et puis la manière de manger, il y a toujours des choses qui mettent dedans qu'on ne mangerait pas, même si c'est bio, ce qui est très difficile à trouver des restaurants bio. Donc voilà, mais on trouve toujours des solutions et on adore manger comme ça dans la nature, au milieu de nulle part, faire un pique-nique et se faire des petits repas un peu différents de d'habitude. On mange pas de pain non plus, donc ça complique un peu les choses. Bref. Voilà au niveau de la cuisine. Et Internet, on m'a demandé également, qui est une très bonne question. Alors, il y a plusieurs solutions au niveau d'Internet. Moi, ce que j'ai trouvé le plus simple, j'ai toujours une carte française pour mon activité, ma société que j'ai en France. Et en fait, sur cette carte, quand je suis en déplacement comme ça pendant un mois, j'active simplement une option Internet, soit illimitée, soit européenne, pour que ça me permette d'aller sur Internet. Je crois que c'est une vingtaine d'euros dans le mois, et de mémoire, je crois que c'est l'option qui est illimitée et qui permet d'accéder à Internet dans tous les pays d'Europe. Donc voilà, si vous partez pendant un mois, c'est 20 euros pour Internet. C'est la solution qui me paraît le plus simple. On a voyagé dans plein de pays, et quand on reste dans le pays suffisamment longtemps, on prend également des cartes SIM la plupart du temps. Ce qu'on fait, si vous savez que vous allez passer, par exemple, vous faites un road trip ou vous faites un voyage en van et vous allez dans un pays spécifique, vous restez pendant quelques semaines, un mois, 2 mois dans un pays particulier. À ce moment-là, ça peut valoir le coup de prendre une carte SIM du pays et de prendre des trucs en recharge, là je sais pas comment ça s'appelle, des trucs en rechargeable. Alors il paraît qu'il y a un truc sympa à aller voir ici, mais on est sur une route un peu cabossée. Alors on nous avait parlé d'un monastère, et on ne savait pas trop où c'était parce que la dame ne parlait pas très bien anglais. On l'a trouvé un peu par hasard en suivant les panneaux d'une église, et c'est juste splendide. L'environnement dans lequel ils sont, c'est juste magnifique. Une belle tour là-bas. Pas trop c'est quelle tradition. Ici je vois toutes les églises, ça dit orthodoxe, donc ça doit être quelque chose comme ça. Alors je vous ai fait pas mal de vidéos sur les forêts, et voilà une forêt complètement naturelle où l'homme ne fait rien et laisse simplement la nature faire ce qu'elle a à faire. Et c'est comme ça qu'étaient les forêts à l'époque dans toute l'Europe, sauf que on les a apprivoisées et on pense qu'on doit les gérer, de la gestion de forêt on appelle ça, ou quelque chose comme ça en français, forest management. Et voilà.
Et là, ici, en Pologne, ils sont fiers de nous montrer cette forêt qui, sur des milliers d'hectares, qu'ils ont laissé sans y toucher, où il y a une biodiversité évidemment beaucoup plus importante, des types d'arbres beaucoup plus importants, et la forêt se gère d'elle-même parfaitement sans qu'on ait besoin d'y toucher. Il y a des arbres qui tombent, où ils les coupent s'ils doivent juste là tomber sur le chemin, parce qu'ils ont quand même fait un petit passage, mais mis à part ça, magnifique. Et on a passé quelques arbres centenaires. Ici, ça va jusqu'à, je ne sais pas si c'est cette partie-là, jusqu'à 500 ans, et je crois que le plus vieux, il a 800 ans, quelque chose comme ça. Exactly, the winter was without snow, but luckily, in beginning April, it was surprise. Finally, winter. Alors, vous m'avez posé la question des imprévus. Est-ce qu'on a eu des imprévus? Et je me suis posé la question plusieurs fois, et parce que quand on m'a posé cette question, moi, ce que j'ai répondu dans les commentaires, c'est qu'il y a des imprévus tous les jours. Et donc, ça fait partie du voyage. Pour moi, c'est assez, je dirais, commun, normal d'avoir certaines situations. Les imprévus, ça va être, je sais pas, quand j'y pense comme ça, que ce soit pas des trucs gros, mais il y en a tout le temps. Ça va être de pas trouver une station-service alors qu'on pensait qu'il allait en avoir une, et il n'y en a pas pendant plusieurs centaines de kilomètres. Ou on prend un autre chemin de ce qu'on avait prévu et on est sur des petites routes, et il y a des pays où il n'y a pas de station-service pendant longtemps. Ça peut être un imprévu. On n'est jamais tombé en panne à ce niveau-là d'essence, mais il y a des fois où on est un peu limite. Donc ça, c'est à prévoir. Là, maintenant, ce que je fais, c'est que je laisse jamais le plein diminuer quand il y a un quart. Quand il reste un quart, vraiment, là, c'est vraiment le maximum. Donc d'essayer de faire le plein avant, parce qu'il y a des moments où dans certains pays, vous pouvez rouler pendant des longues distances. C'est pas comme en France, on peut rouler des longues distances sans avoir de station-service. Un autre imprévu, c'était assez intéressant. On était en Pologne. Vous avez vu le passage de la Pologne. Je vais peut-être mettre la vidéo d'ailleurs à ce moment-là, comme ça, ce sera intéressant pour vous. Et on était dans l'est du pays. Et en ce moment, enfin en tout cas au moment où on est passé, il y avait des problèmes avec l'immigration. En tout cas, c'est l'information officielle, l'excuse officielle du gouvernement. Et donc, tout le quartier était toute la région était sous surveillance militaire. Et donc, quand on est arrivé là où on voulait aller, donc c'était un petit village où il y a la plus vieille forêt d'Europe, à Bielowica. Et quand on est arrivé à l'entrée de ce village, où on avait réservé, je crois cette fois, on avait pris un Airbnb ou un truc, parce qu'en Pologne, c'est génial. Si vous voyagez là-bas, tout est pas cher. Vous pouvez avoir une chambre d'hôtel. Là, on avait une maison complète pour nous. De mémoire, 30 €, entre 25 et 35 €. J'ai plus le chiffre exact en tête, mais c'était dans ces prix-là. Donc vraiment très 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 raisonnable pour avoir une maison entière. Donc on voulait se reposer un petit peu, que le petit il ait un jardin, et puis qu'on fasse quelques lessives, parce qu'il y avait de quoi faire après les quelques jours de route qu'on avait fait. Et donc quand on a vu les prix, même prix que dans un camping, et il n'y avait pas de camping surtout, à mon avis, c'est fait partie des différentes raisons. Bref, donc on arrive à l'entrée de ce village, et la police nous arrête et nous dit que toute la région est sous surveillance militaire et qu'on ne peut pas rentrer dans le village. Et donc on commence à discuter un petit peu avec le policier qui parlait un petit peu anglais. Et il nous voit, je sais pas, il devait être fin d'après-midi comme d'habitude avant qu'on se pose, donc 4, 5, 6 heures de l'après-midi. Et il voit qu'il y a le petit donc sur le siège, et puis on lui explique, voilà, le van rempli de bazar. On va remettre un petit compteur, il n'y a plus le compteur là sur la vidéo. Et donc au final, hyper gentil, et il nous a dit bon, allez-y, je vous laisse passer. Donc on a été chez l'individu qui nous louait la maison. Et il pensait qu'on n'allait pas arriver, parce qu'il nous a dit qu'il y a eu d'autres touristes qui sont passés avant et qui se sont fait jeter, et donc il n'y avait personne. Ensuite, le lendemain, moi j'ai voulu visiter la plus vieille forêt d'Europe et de prendre un guide pour aller voir les choses les plus intéressantes dans cette forêt. Et pareil, il nous dit mais vous êtes où? On fait rien, il n'y a pas de touristes dans la région, tout est fermé depuis des mois, surveillance militaire, etc. On lui dit on est dans le village. Ah bon, comment vous avez fait? Donc on a expliqué, bon voilà. Et donc on a eu le lendemain un guide touristique qui nous a permis de visiter cette forêt. Voilà un petit peu l'histoire, donc l'imprévu de Bielowica en Pologne. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver, qui nous sont sûrement arrivées et que j'oublie, des situations comme ça où en fait, il y a des imprévus et on ne sait pas si on peut aller dans un endroit ou pas. Et voilà, ou alors s'il y a eu des autres imprévus qui ont été assez embêtants. Il y a une fois, c'était tempête. Il y a eu de la pluie, il faisait nuit. Et on cherchait également, encore une fois, voilà, on avait dû réserver un Airbnb ou un Booking.com ou je ne sais pas trop quoi. Et en fait, impossible de trouver le lieu, et on s'est rendu compte que ça devait être probablement une arnaque sur le site. Donc au final, on s'est retrouvé sans rien, fin de journée, très tard, et on voulait juste aller se poser et dormir, et on n'avait rien trouvé. Donc heureusement, il y avait un camping pas très loin, et qu'on voyageait, je ne sais plus comment on voyageait à ce moment-là, c'était pas sur ce voyage-là. Je crois qu'on n'avait que la voiture ou une tente.
je me rappelle plus. Bref, donc voilà, et on a finalement trouvé le camping et mis la tente sous la pluie, si je me souviens, c'était ça l'histoire. Donc voilà le type d'imprévu auquel vous pouvez faire face dans ce type de voyage. C'est le soir le plus embêtant souvent. Bon, si vous avez ce qu'il faut, si vous avez un van, si vous pouvez dormir dans la nature, c'est moins embêtant. Vous vous mettez sur le coin de la route dans la nature et vous pouvez dormir et vous êtes tranquille. Alors il commence à faire nuit, je ne sais pas si vous me voyez encore, et je vais continuer les autres questions. Bon alors, encore un petit arrêt en Pologne. Un grand pays à traverser, on a fait pas mal de routes et pas mal d'arrêts depuis qu'on est arrivé ici. Et là on est dans une sorte de camping. Là il y a le camping de l'autre côté mais il est fermé. Et ça c'est comme juste un parc au bord d'un lac. Magnifique. Et c'est gratuit, il y a juste un parc et une entrée. Là il y a un petit resto. Nous on mange pas le soir donc on s'en fout, puis on va jamais au resto donc c'est pas grave. Et donc voilà, et là on va aller se promener un petit peu sur le bord du lac. Et on met simplement le van, c'est ça qui est génial, ici. Bon alors il y a un tout petit peu de bruit, la route elle est pas très loin, là, 1 km. On entend quand même un petit peu le bruit, j'espère que ça va se calmer dans la nuit. Mais mis à part ça, c'est cool. Bon, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de douche, c'est comme ça. Mais c'est gratuit, c'est les avantages du van. Donc petite balade rapide au bord du lac et dodo. Et demain on a pas mal de routes encore. On va aller dans les montagnes au sud de la Pologne. Si c'est pas cool ici quand même. Sympa ça. Alors en Pologne c'est interdit de faire du camping sauvage, d'après ce qu'on a lu. À vérifier mais je crois que c'est ça. Par contre ça fait deux fois qu'on voit des campings comme ça, des parkings, sur une espèce d'air avec des arbres et du terrain, ou qu'ils appellent camping, où on peut s'arrêter et se poser gratuitement avec le van, avec un camping-car et même des caravanes on a vu. Donc voilà, assez sympa. C'est parti. Alors, après une petite nuit dans le van au bord du lac, rien de mieux que un petit plongeon. Un petit plongeon dans l'eau pour se rincer. Oups. Voilà, dans les montagnes de la Pologne, au sud de la Pologne. On arrive doucement, encore un petit peu, et c'est des hautes montagnes ici. Pour l'instant, on est des petites montagnes au début. Alors dans cette vidéo sur le voyage en van, plus ou moins aménagé, avec un lit, les avantages et les inconvénients d'un van. Alors effectivement on peut sans problème se poser et se poser n'importe où, ce qui est quand même pas mal, comme vous l'avez vu dans plusieurs endroits. Par contre au niveau de la conduite, moi j'aime pas du tout le fait que ça se conduit un peu comme une espèce de camionnette quoi. On n'est pas assis, je sais pas si je peux vous montrer plus ou moins, mais voilà, on est vraiment assis à 90 degrés. On a les jambes droites comme ça. Et quand on fait de la route, surtout là, on va faire 3-4 000 km, donc là, on en a fait déjà au moins 2000-2005. Et moi, j'aime bien être dans une voiture, avoir vraiment une position, pas allongée en conduisant, mais en tout cas être un peu plus à l'aise. Et là, c'est pas hyper confortable, donc ça, c'est le premier truc. On appuie vraiment sur les pédales en ayant les jambes à 90 degrés. Et moi, je suis pas fan. Après, il y a des gens peut-être qui préfèrent. Mais en tout cas, au niveau de la position, moi, j'aime mieux avoir les jambes un peu plus allongées dans une voiture classique. Voilà, ça, c'est le premier truc. La boîte de vitesse, diesel, c'est une chose. Et je me rappelle quand j'avais un magasin, à un moment donné, on avait un type de van comme ça. Et je me souviens également que c'était un peu pareil au niveau de la boîte de vitesse. C'est un peu différent d'un diesel d'une voiture. Alors je ne sais pas exactement le moteur sur celui-là. Sur une Renault Laguna, j'avais un diesel et ça ne me gênait pas. Par contre là, le type de moteur, c'est vraiment désagréable à conduire. J'aime pas du tout. C'est première, deuxième, troisième. Il n'y a aucune puissance et aucun tour à appliquer au démarrage en première, deuxième et troisième. Donc voilà, la conduite, moi j'aime pas du tout ce type de conduite. Donc je dirais que c'est les inconvénients. Il n'y a pas de cruise control, de limiteur de vitesse. Bon ça c'est une option, je pense qu'il doit y avoir des vannes où il y en a. Quand on fait de la longue route comme ça, moi j'aime bien aussi avoir un limiteur de vitesse. Ça permet de ne pas avoir à tout le temps regarder le compteur pour conduire. Sur notre ancienne petite voiture on avait ça et franchement c'est hyper agréable sur des longues distances, surtout déjà de manière générale, mais encore plus sur des très longues distances comme ça où il faut tout le temps avoir le pied appuyé sur l'accélérateur. C'est franchement pas agréable. Voilà, et puis d'avoir goûté la conduite automatique, une boîte automatique,
Je dois dire que je m'y suis bien habitué, surtout qu'on a fait des allers-retours entre la France et la Finlande plusieurs fois. Donc pareil, c'est des presque 4000 km à chaque fois, même un peu plus certains trajets. Donc c'était très très agréable d'avoir une voiture automatique. Les voyages passaient tout seuls. Et là je dois avouer que c'est un peu plus fatigant d'avoir une boîte de vitesse manuelle, de ne pas avoir de limiteur de vitesse, d'avoir cette position de conduite. Ça fait 3 trucs qui quand même sont beaucoup moins agréables que dans une voiture autre. Voilà. Mais mis à part ça, avec le van, c'est quand même très pratique. Ça fait plaisir. Hier soir, on ne savait pas où est-ce qu'on allait dormir, qu'est-ce qu'on allait faire, jusqu'à quand on allait conduire. Voilà, on est arrivé à 8h, 8h30 je crois, 8h30, dans le camping que je vous ai montré dans la vidéo, qui n'était pas un camping. Et c'est la première nuit sur une semaine où moi j'ai pas dormi dans la tente ou dans le hamac. Il faisait presque nuit et puis il faisait froid et là j'avais vraiment pas envie là, de poser quoi que ce soit dehors. Donc c'était cool, on a juste mis le van et on s'est allongé dans le lit et on a dormi. Et ça c'était cool. Et en plus on était à côté d'un lac donc on a pu se laver le matin. Voilà. Donc il y a des avantages, il y a des inconvénients. Tout dépend de ce que vous en faites. Est-ce que c'est pour vivre dedans à plein temps? Est-ce que c'est pour faire beaucoup de route? Est-ce que c'est pour faire un petit peu de route et d'avoir quelque chose pour dormir? Je dirais que c'est des informations qui sont essentielles pour savoir si ça vaut le coup de dormir d'avoir un van déjà et puis de rester dormir et vivre dans le van tout le temps. Voilà un petit peu mon retour sur la partie conduite d'un van qui pour moi est quand même hyper importante si on passe beaucoup de temps sur la route. Donc voilà un petit peu mon retour à ce niveau-là. Après, les petites infos autres, la taille, je pensais que ça pouvait être un peu embêtant. Et en fait, pas du tout. C'est à peine plus. Enfin, je pense que c'est un petit peu plus grand, mais c'est à peine plus grand qu'une voiture, qu'une grosse voiture, qu'une grande voiture. Donc ça change pas grand-chose. Juste faire attention quand on prend des virages. Il y a un léger, je sais pas si on dit débattement. En tout cas, il y a la partie arrière qui suit un peu près du trottoir. Mais sinon, on trouve de la place facilement. Là, on est sur un parking de supermarché. On se met sur des places classiques. Donc ça change pas grand-chose à ce niveau-là. Voilà. Donc je réfléchis un petit peu. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme infos qui peuvent vous être utiles. Mais en gros, c'est ça pour moi. Voilà, en gros, l'idée. Si j'avais un van, oui. Alors après, c'est plus sur la conduite, mais c'est important peut-être à prendre en considération. Un des trucs qui pour moi est important et qu'on avait quand on avait une petite caravane qu'on a pris à un moment donné pour chercher des terrains pour créer un lieu d'accueil qu'on voulait créer un centre de méditation. Et c'est le fait d'avoir la possibilité de se mettre debout. De ne pas pouvoir se mettre debout, c'est aussi également assez désagréable. On ne peut pas vraiment vivre dans le van. Voilà, quelqu'un qui veut prendre un van pour y passer vraiment du temps, là on va faire au moins 2 semaines sur la route. Ça commence à faire une durée où ça pourrait être agréable d'être dans le van, surtout s'il pleut dehors, qu'il y a du mauvais temps, qu'on veut rester à l'intérieur. Là, quand on veut se mettre dans le van, on peut même pas être assis parce qu'on a mis le lit assez haut pour pouvoir mettre tout notre bazar en dessous. Donc on peut même pas être assis normalement sur le lit. Donc si on veut être assis, on se met sur les sièges avant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose également qui me paraît important à prendre en considération. Quelqu'un qui veut vivre dans un van, c'est de pouvoir se mettre debout dans le van, ça me paraît une priorité. Voilà. Donc si j'ai d'autres infos, je vous donne plus d'infos. Et pour l'instant, voilà ce qui me vient en tête. J'espère que ça va vous être utile. Et si vous aimez la vidéo, cliquez sur j'aime. Regardez les autres vidéos. Si j'ai mis cette série de vidéos sur ce voyage en van en plusieurs vidéos, je ne sais pas encore comment je vais faire le montage. Donc voilà, mettez un petit j'aime, un petit commentaire si vous avez des questions, si vous avez des partages à faire sur ces sujets. Et puis, si vous êtes nouveau sur cette chaîne parce que vous regardez des vidéos sur le van, il y a plein d'autres vidéos qui peuvent vous intéresser sur ma chaîne YouTube. Donc abonnez-vous et puis regardez toutes les vidéos. Il y a plein de choses qui, je pense, peuvent vous être utiles et vous intéresser.